11h01, je vous propose de démarrer et les retardataires prendront en cours de route. Comme on est ensemble pendant 1 heure, ça reste relativement court. On ne va pas prendre du retard dès le début. Donc, bonjour à tous, Mélanie Boujon de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et on est réunis aujourd'hui pour vous présenter ESPER, un projet qui a abouti à la réalisation d'un espace ressources pour reconnecter l'élevage et le végétal spécialisé. Cette rencontre se focalise sur les productions de légumes et de pommes. Une autre rencontre un peu plus longue est prévue mardi prochain et se centre sur les cultures pérennes. N'hésitez pas à y assister également si ces cultures vous intéressent. Au niveau du fonctionnement, pour poser vos questions, vous pouvez les poser au fil de l'eau dans le chat afin de ne pas les oublier. Mais on a réservé aussi un temps en fin de webinaire afin de pouvoir échanger librement et répondre aux questions qui n'auraient pas eu réponse pendant le webinaire. Je vais vous remercier de bien fermer vos micros pendant les présentations pour éviter les effets Larsen et les interférences qui peuvent être désagréables pour tout le monde. Et vous pouvez également couper vos caméras pour ne pas prendre trop de bande passante. Voilà pour les petites instructions de service. Le webinaire est filmé, ce qui permettra aux personnes qui n'ont pas pu y assister de le révisionner par la suite. Donc, qu'est-ce que ESPER pour démarrer? ESPER, c'est un projet de diffusion de ressources à destination des agriculteurs en végétal spécialisé, culture pérenne ou maraîchage, PEPAM, qui souhaiteraient réintroduire des animaux sur leurs exploitations, donc tout type d'animaux. Et ce projet a abouti à la création d'un espace ressources hébergé sur la plateforme GECO, qui est gérée par l'ACTA, modulable pour intégrer à l'avenir les résultats de futurs projets et de nouvelles ressources qui pourraient être créées. C'était un projet qui était financé par le CASDAR dans le cadre de l'appel à projet Réflexe. Et pour parvenir à ce résultat, à cette création d'espaces ressources, beaucoup de partenaires se sont mobilisés dans les chambres d'agriculture. Vous voyez la carte des chambres qui étaient mobilisées, donc tout le Grand Ouest et une partie du Sud, ainsi que l'Île-de-France, mais aussi des instituts techniques, l'ITAVI, l'IDEL, l'ITAB, ainsi que l'INRAE et l'ACTA. Un large partenariat et tout le monde s'est beaucoup mobilisé pour réaliser cet espace ressources dans un temps très court puisque le projet a duré seulement 18 mois. Rentrons directement dans le vif du sujet après un tout petit warning. Vous verrez dans l'espace ressources que pas mal de liens ne fonctionnent pas. En effet, les chambres d'agriculture sont en cours de mutation sur leur site internet, ce qui casse régulièrement des liens. Par exemple, des documents qu'on a regardés mardi ne sont aujourd'hui plus en ligne. Ça va se résoudre au fur et à mesure de l'été, mais du coup, ne vous inquiétez pas si vous voyez que certains liens ne fonctionnent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne fonctionneront pas non plus à l'avenir. C'est que suite à cette période d'évolution, beaucoup de liens sont cassés et on doit les remettre à jour. Ce qui prend un petit peu de temps, le temps que le nouveau document soit remis en ligne et qu'on reprenne le lien, etc. Voilà. Donc, un petit moment de flottement. Le lancement de notre plateforme correspondant avec cette évolution des sites chambres, eh bien, du coup, on est un petit peu pénalisé par ça. Voilà. Merci par avance de votre indulgence. Et rentrons du coup dans le vif du sujet sur à quoi ressemblent ces pratiques de reconnexion qu'on a traitées dans cette plateforme ESPER. Dans le cadre du projet, on a mené une enquête en ligne auprès des producteurs qui a été largement diffusée, plus à certains endroits qu'à d'autres, puisqu'on a obtenu quand même 149 réponses. On était très satisfait de ce résultat. Et qu'ont donné les résultats de cette enquête? C'est que 75% des répondants étaient en agriculture biologique et 25% en conventionnel. Certains producteurs étaient en mixte. Dans ce cas-là, ils ont été comptés dans les producteurs bio. Et c'était valable pour toutes les filières qu'on a pu interroger. Différents profils d'agriculteurs coexistaient. 45% des agriculteurs répondants pratiquaient les reconnexions entre culture et élevage ou les avaient pratiquées mais les avaient abandonnées. Et 25% de producteurs étaient des porteurs de projets, c'est-à-dire des exploitants en place qui ne mettaient pas encore en place des pratiques de reconnexion, mais qui avaient un projet un peu avancé
de le faire prochainement. Le restant, c'était plutôt des curieux de ces pratiques qui s'y intéressaient, mais sans avoir un projet déjà réfléchi. Quelle production végétale était conservée? Une grande majorité de cultures pérennes, comme vous pouvez le voir à l'écran, puisque 39% des producteurs qui ont répondu étaient en verger et 31% en vigne, mais on avait quand même un pourcentage non négligeable de maraîchage, légumes, PEPAM, puisque on a 14% et 6% de ces deux productions, le reste étant constitué par des petits fruits ou d'autres cultures. Les 3/4 des producteurs qui ont répondu étaient plutôt monoproducteurs, c'est-à-dire qu'ils avaient plutôt une orientation forte vers soit le maraîchage, soit les vergers, soit la vigne, mais on trouvait quand même 1/4 de polyproducteurs qui associaient plusieurs orientations de culture. Et en face, quelle production animale intéressait les agriculteurs qui ont répondu? Sans grande surprise, on est tombé sur une majorité d'ovins, presque la moitié des répondants. Mais on s'attendait à une majorité plus importante. On a été assez surpris de voir que 25% des répondants s'intéressaient ou pratiquaient déjà avec des volailles ou des palmipèdes. Et un dernier quart rassemblait une diversité de productions animales, bovins, caprins, équins, et aussi un petit pourcentage de porcins. À noter que chez les porteurs de projets, la proportion était légèrement différente. On voyait que les volailles et les palmipèdes retenaient plus l'attention des gens qui étaient en réflexion, à voir si, lorsqu'ils mettent réellement en pratique cette pratique, est-ce qu'ils intègrent vraiment des volailles et des palmipèdes ou est-ce qu'ils se réorientent vers le mouton? C'est une possibilité. La deuxième possibilité étant que, effectivement, les pratiques évoluent et que les volailles et les palmipèdes pourraient prendre plus d'importance dans ces pratiques de recollection à l'avenir. Quelles étaient les motivations des agriculteurs qui ont répondu? Donc là, on est plutôt sur des agriculteurs pratiquants et j'ai zoomé uniquement sur les producteurs en maraîchage, à savoir que il n'y avait pas non plus de différence énorme de motivation suivant les productions. On voit que la majorité des motivations sont techniques, à 68%, liées à la fertilisation organique, mais aussi à la gestion de l'enherbement et au nettoyage du sol après récolte. Ensuite, les motivations sont aussi économiques à 15%, avec en tête l'idée d'économiser du carburant. On s'attendait à ce que le revenu complémentaire soit assez présent en maraîchage et finalement, il représente 6% des motivations qui nous sont remontées. Le reste revenait en motivation sociale, sur l'image de l'activité, le lien social, l'entraide et la biodiversité avec la motivation environnementale. En PEPAM, vous voyez que les motivations techniques prennent encore un peu plus d'importance puisqu'on est 10 points au-dessus du maraîchage et on retrouve là encore la notion de fertilisation organique ou de gestion de l'enherbement. Les autres motivations étant beaucoup plus réduites. De l'autre côté des motivations, on trouve les freins. Les freins sont moins variés entre les producteurs et sont partagés entre le technique et le social. Les inquiétudes majoritaires sont des risques pour la culture. Effectivement, les animaux peuvent occasionner des dégradations sur les cultures en place et le social avec notamment le surplus de travail qui peut être occasionné par le fait d'avoir un élevage, la question de l'astreinte, des déplacements des animaux. Ouais. À partir de ces réponses, on a aussi pu dessiner des portraits types des agriculteurs qui ont répondu à notre enquête. À noter qu'évidemment, notre enquête
rassemblait 149 producteurs de toute production. Donc, elle n'est pas forcément représentative suivant où elle a été diffusée et quels producteurs ont répondu, mais ça peut donner quand même une idée d'à quoi ressemblent ces pratiques concrètement. Donc, chez le maraîcher qui pratique déjà, donc c'est un agriculteur qui est en maraîchage avec 1,5 hectare et qui est en agriculture biologique. Il reconnecte sa production végétale avec un atelier d'élevage présent sur l'exploitation et pas un prestataire ou un autre agriculteur qui vient avec ses animaux, comme on peut le voir plus souvent dans les cultures pérennes, et majoritairement avec des ovins ou avec des ovins associés à une autre espèce herbivore, que ce soit la chèvre, la vache ou l'équin. Ces motivations tournent autour de la fertilisation organique, de l'économie de carburant et de la gestion de l'enherbement. Et il y a quand même un objectif de génération de revenus en créant ce nouvel atelier. Les freins tournent autour des risques pour la culture et du surplus de travail. Si on regarde maintenant le portrait type du maraîcher installé, du coup, qui se pose la question d'intégrer des animaux dans son système. Il s'agit là aussi d'un maraîcher. La surface est légèrement différente puisqu'on passe à 2 hectares et il est aussi en agriculture biologique. Et là, il est plus partagé sur quels animaux introduire dans son système. On voit que le total des pourcentages est supérieur à 100%, donc on est vraiment dans le cadre d'une réflexion qui n'est pas encore finalisée. À 75% intéressés par les ovins, 63% les palmipèdes et les volailles et 38% les porcins. On voit que le choix n'est pas encore arrêté et que les porcins, donc les monogastriques, apparaissent et les volailles également, alors qu'on ne les voyait pas chez les agriculteurs déjà pratiquants. Là encore, il est prévu que l'atelier d'élevage se situe sur l'exploitation et les objectifs et motivations étaient plus ouverts. De la fertilisation organique, de la gestion de l'enherbement et du nettoyage du sol après récolte, comme chez les pratiquants, mais on retrouve aussi des choses autour de la structure et de la vie du sol, du nettoyage du sol après récolte et voire de la diminution de la pression parasitaire et des ravageurs dans les cultures. Les inquiétudes, elles, tournent autour du surplus de travail. Ça, c'est quelque chose qui ressemble aussi à ce qu'on voit chez le pratiquant, mais aussi sur des questions réglementaires, des questions d'assurance. Qu'est-ce que ça implique finalement d'avoir des animaux sur son exploitation? Comment faire pour être dans les règles? C'est une question qui est revenue souvent lorsqu'on a avancé dans le projet. C'est pourquoi vous verrez sur l'espace ressources, il y a toute une partie qui est dédiée à cette question de la réglementation. Qu'est-ce que ça implique finalement de devenir éleveur? Voilà pour cette première partie, pour vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu un agriculteur qui reconnecte le végétal spécialisé et l'élevage. Et maintenant, où trouver l'espace ressources? C'est ce que vous vous demandez certainement. Donc, je vais le faire en direct avec vous. Pour trouver l'espace ressources, le plus simple, c'est d'aller sur votre moteur de recherche et de taper GECO Éco-Phytopic. Voilà. Et c'est le premier lien que vous trouverez. Donc, GECO est une plateforme qui est gérée par l'ACTA en lien avec toutes les actions éco-phyto, qui comprend toute une base de connaissances, mais aussi des espaces thématiques. Pour aller dans l'espace thématique sur les reconnexions culture-élevage, vous cliquez donc ici sur espace thématique et c'est le 3e, reconnecter élevage et végétal. Et voilà, vous y êtes. Alors, que trouve-t-on dans cet espace thématique? On retrouve 6 volets, des volets plus de sensibilisation. Qu'avez-vous à y gagner? Quelle combinaison animale-végétale pour quels objectifs? Un volet avec des témoignages, un volet plus technique, comment vraiment mettre en place la pratique, un volet réglementaire et un volet territorial. On va explorer chacun de ces domaines indépendamment. En démarrant par le volet sensibilisation que je vais vous montrer en direct. Donc là, il s'agit d'une première approche. On ne connaît pas vraiment les reconnexions culture-élevage. À quoi est-ce que ça peut servir sur une exploitation?
Donc là, en parcourant les icônes, vous avez des informations qui s'affichent et qui vous permettent d'avoir une idée de tout ce à quoi ça peut servir de reconnecter les cultures et l'élevage. Par exemple, on voyait la motivation de la fertilisation organique qui revenait dans les enquêtes. C'est un des intérêts. Ça peut permettre de restreindre les apports de fertilisants externes et de participer au bouclage des cycles et des flux. Voilà, donc, c'est quelque chose qui peut être exploré. On peut permettre de fournir des fourrages à des élevages existants, contribuer à l'autonomie fourragère des vaches voisins, offrir une plus grande diversité alimentaire aux animaux. On évoquait aussi la question de la pression ravageurs et maladies. Par le nettoyage des parcelles, les animaux peuvent permettre de limiter l'inoculum qui est présent dans la couverture végétale. Ils peuvent aussi consommer des insectes, des larves, des mollusques. Et comme ils perturbent le milieu, ils peuvent aussi limiter la fréquentation par des nuisibles. Voilà. Donc c'est quelque chose que vous pouvez explorer pour vous faire une première idée de ces reconnexions culture-élevage. Je vais revenir à la page d'accueil pour poursuivre l'exploration. Et la seconde étape de notre exploration concerne les ressources disponibles qui se trouvent dans comment mettre en place. Et là, je vais te céder la parole, Sylvain, pour que tu nous présentes certaines des ressources qui sont disponibles dans la partie maraîchage et PEPAM. Donc, hop, pour aller jusqu'à cette partie, vous avez une ferme, vous pouvez cliquer sur maraîchage et PEPAM et vous arrivez à la page qui présente les pratiques de reconnexion avec le maraîchage et les PEPAM. Voilà. Bonjour à tous, donc Sylvain Nicolas, je travaille à la Chambre régionale d'agriculture Occitanie au service pastoralisme et on était partenaire effectivement du projet ESPER. Je vais vous présenter rapidement et on va balayer ensemble la page qui est dédiée effectivement aux ressources mises à disposition sur l'espace ressources concernant la reconnexion des activités maraîchage et PAM et des activités élevage. Donc, comme ça a été comme c'est dit en introduction de cette page, hein, globalement, comparativement, et ça c'est logique parce que c'est une pratique beaucoup plus commune, comparativement à la reconnexion qui est mise en place sur des cultures pérennes. L'activité, les exemples de reconnexion sur des activités de maraîchage ou de PAM sont beaucoup plus anecdotiques ou beaucoup moins répandus et de ce fait ont été moins étudiées, moins décrites, moins illustrées. Et dans la mesure où le projet espère avec vocation de remettre en avant des études, des références connues pour faciliter leur diffusion, effectivement, sur cette partie-là, on a quelque chose de beaucoup moins fourni que ce qu'on va pouvoir retrouver sur les autres productions en culture pérenne. Donc on a identifié ce manque, hein, malheureusement, mais on ne peut que le constater. On n'avait pas le temps et ni la vocation dans le projet ESPER de construire de nouvelles références. Donc c'est encore en chantier. Malgré tout, voilà, c'est un espace ressource qui se veut aussi évolutif et qu'il serait intéressant de compléter au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas dès aujourd'hui à nous faire remonter éventuellement des projets que vous savez en cours ou des choses en termes de documents livrables. On est preneur, même si on a fait déjà un travail d'identification, mais on est aussi conscient que on a pu passer au travers de certaines choses. Voilà, c'était un premier rappel. Donc dans cet espace, on a resitué un peu les principaux objectifs dans le cas des producteurs maraîchage et PAM, et notamment les objectifs comme ils vous ont été présentés dans l'enquête de rebouclage des cycles de production et de recherche de matières notamment fertilisantes, et aussi surtout cet objectif de générer de nouveaux revenus et donc de créer des activités de diversification. Ce qui nous a paru important par rapport à l'enquête, hein, c'est aussi de montrer, d'aborder des points de vigilance qui nous paraissaient vraiment importants à mettre en avant vis-à-vis de la création d'activités d'élevage sur ces exploitations-là, et notamment mettre en avant que ça ne s'improvisait pas et qu'il y avait une vraie exigence professionnelle en termes d'activité vis-à-vis de la création d'un
atelier élevage. Et même si c'était des ateliers qui étaient secondaires ou de petite taille, cet impératif de réglementation et d'être dans le même cadre finalement réglementaire qu'un éleveur spécialisé, il était bien existant. Donc par rapport à ça, ont été mis en ligne certains, voilà, les points qui sont mis en ligne là, c'est des guides un peu synthétiques qui couvrent un peu l'ensemble des points à prendre en compte sur la mise en place d'activités d'élevage. Ce sont des guides issus de documentation qui ciblent plutôt des éleveurs et pas des gens qui cherchent la reconnexion, mais qui sont assez complets et qui offrent un panorama vraiment assez synthétique et assez complet de ce qu'il faut regarder en termes de règlement d'identification des animaux, de mouvement des animaux, les points aussi de vigilance sur le respect du bien-être animal et le minimum de règles effectivement sur l'alimentation, l'abreuvement, le logement des animaux. Donc tous ces points-là sont traités dans ces guides de synthèse. Mais sachez, ça va vous être présenté plus tard dans le webinaire, qu'il y a un espace aussi dans l'espace ressources, il y a un espace réglementaire qui est beaucoup plus fourni et beaucoup plus, qu'il s'agit d'explorer aussi pour avoir plus des informations complémentaires sur les aspects réglementaires ça vous sera présenté par Carole tout à l'heure. Donc là, vous avez les liens directs et vous allez pouvoir consulter effectivement ces guides de référence, sachant que le guide concernant la volaille est en cours de mise à jour. Donc on n'a pas mis en ligne l'ancien et effectivement assez rapidement, la nouvelle version devrait être disponible. Sur les ressources à consulter, donc je vous le disais en introduction, hein, on a trouvé peu de choses. Ça ne veut pas dire que les expériences ou que les activités n'existent pas, mais aujourd'hui, elles n'ont pas fait l'objet de production de livrables vraiment spécifiques à ces exemples-là qui décriraient clairement et de façon complète la façon de mettre en œuvre sur différentes formules entre production, maraîchage, PAM et activité d'élevage. Malgré tout, au vu de l'enquête, des retours d'expérience et des recueils de témoignages qui ont été faits, il a été choisi de mettre à disposition certaines ressources, notamment concernant les effluents d'élevage, dans la mesure où il y avait quand même des questionnements sur et des objectifs de rebouclage. Donc il y a 3 documents, il en existe d'autres, mais 3 documents de synthèse qui ont été mis en place, qui ont été mis à disposition, pardon, sur les effluents ovins caprins, ou sur des documents plus complets qui décrivent un peu toutes les qualités agronomiques, les qualités d'un point, ce que ça peut remplir comme objectif d'un point de vue fertilisation, mais aussi d'un point de vue amendement et travail sur la fertilité des sols, la structuration. Donc il y a 2 documents un peu synthétiques et un document un peu plus complet, un peu plus fourni, un peu plus touffu, dans lequel vous avez la présentation d'énormément de solutions en termes de produits effluents d'animaux. Donc là, par exemple, ici, vous avez le document qui concerne spécifiquement les fumiers d'ovins et de caprins, et notamment les fumiers compostés aussi. Donc, qui vous présente assez rapidement les qualités agronomiques de ces fumiers, de ces matières organiques-là. Ce que vous pouvez en attendre d'un point de vue de l'utilisation en fertilisation, mais aussi en amendement organique. Et quelques points effectivement sur la réglementation. Donc c'est des documents qui peuvent quand même assez facilement répondre à des questions sur l'intégration de ces matières organiques-là dans vos itinéraires techniques par rapport à vos objectifs de production et aux exigences des cultures en maraîchage ou en PAM. J'en dirai pas plus là-dessus. Autre type de livrables qui ont été mis en ligne, parce que dans ce cas-là, on avait trouvé des livrables intéressants. Ils concernent essentiellement le pâturage d'ovins sur des lavandins, parce que c'est effectivement des pratiques un peu plus traditionnelles, un peu plus répandues, notamment dans le sud de la France, en PACA ou dans l'Aude. Et donc là, vous avez par exemple un document qui a été rédigé sur la région PACA et qui effectivement décrit toutes les étapes et les points de point de vue technique sur la mise en œuvre du pâturage ovin sur des lavandins.
sur les périodes de pâturage, les objectifs, les précautions à prendre pour éviter les dégâts, les différentes modalités de pâturage en gardiennage ou en parc, etc., etc. Donc, c'est assez spécifique. Malheureusement, on n'a pas pu étayer l'espace ressources avec d'autres exemples sur d'autres productions. Voilà, l'idée, c'est de, peut-être dans l'avenir, essayer de compléter cet espace ressources de ce point de vue-là. Et enfin, la page dédiée aux exemples de reconnexion des activités maraîchage et PAM avec des activités d'élevage permet de retrouver aussi des recueils de témoignages qui ont été faits dans le cadre du projet ESPER et qui vont vous être présentés aussi dans le cadre de ce webinaire par Thomas, si je ne me trompe pas. Voilà. Dernier point, il y a un objectif effectivement qui est affiché sur la diversification et sur la recherche de revenus complémentaires. Aujourd'hui, on n'a pas forcément mis en ligne les documents qui donnent des références économiques sur la mise en place de ces ateliers, considérant qu'ils étaient quand même assez liés au contexte local, au projet de l'exploitant avec ses contraintes de mise en œuvre. Donc, sachez qu'il existe quand même des documents concernant quelques références techniques ou de travail sur la mise en place de petits ateliers porcins, volailles, etc. Et par exemple, vous pouvez aller consulter ceux qui sont mis en ligne par le Centre d'études et de ressources sur la diversification, le CERD, qui sont en ligne. Mais aujourd'hui, ces supports-là ne sont pas spécifiques à des projets de reconnexion. Donc, ils n'ont pas été mis en ligne sur cet espace de ce fait. Merci. Merci beaucoup Sylvain. On va continuer notre exploration de l'espace ressources avec le volet plutôt réglementaire. Et là, Carole, c'est à toi que je vais céder la parole. Est-ce que tu veux prendre le partage d'écran du coup? Je vais prendre le partage d'écran. Donc, bonjour à tous. Carole Joussens, je travaille à l'Institut de l'élevage. Je ne suis pas du tout spécialisée ni en maraîchage ni en noix comme derrière moi. Je travaille plutôt sur les reconnexions culture-élevage, plutôt sur ruminants. Mais je vais vous amener faire un petit tour avec moi dans l'espace réglementaire de notre espace de ressources. Donc, pour découvrir cet espace, est-ce que vous voyez bien mon écran? Mélanie, c'est bon? Parfait. Donc, quand vous avez cliqué sur l'espace réglementaire, vous arrivez sur cette page. Donc, au choix, vous pouvez soit choisir de passer par les liens interactifs ou si vous ne savez pas trop, vous appuyez sur les flèches. Ça va vous envoyer directement sur les fiches suivantes et vous pourrez les consulter au fil de l'eau. Donc, moi, voilà, je travaille plutôt sur les ovins. Donc, je vais commencer par la partie ovine pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ce qui est spécifique en élevage ovin aujourd'hui dans le cadre de reconnexion culture-élevage, c'est que vous avez souvent deux possibilités. Soit vous pouvez créer votre propre troupe ovine, soit vous pouvez aussi choisir de faire appel à un éleveur qui va venir pâturer chez vous. Alors, effectivement, quand on est producteur de légumes de plein champ, c'est plus facile parce qu'on a beaucoup de surface à mettre à disposition, mais il y a aussi des possibilités parfois de se regrouper avec des voisins qui ont aussi d'autres surfaces à mettre à disposition pour faire venir un troupeau. Donc, je vais commencer par cette partie-là parce qu'entre guillemets, c'est aussi une façon de tester est-ce que, oui ou non, des animaux sont adaptés sur ma surface. Et donc, vous avez la possibilité de faire venir des tiers. Donc là, je vais juste vous parler d'une spécificité qui est le contrat. Donc, il faut, vous n'êtes pas obligé d'élaborer un contrat avec l'éleveur, ça peut se faire de gré à gré. Néanmoins, voilà, vous avez cette possibilité-là. Donc là, en cliquant sur le contrat, vous avez une petite explication qui vous explique ce qui peut être fait. Et en appuyant sur la petite fiche plus, ça vous amène sur une fiche spécifique du partenariat, donc comment rechercher un partenaire, comment le faire fonctionner, donc avec des ressources qui sont issues de différents projets, dont le projet BrebisLink. Et puis, ça peut vous permettre aussi de trouver voilà, des contrats de partenariat sans risque juridique. Alors là, on les a conçus dans le projet Interagis Plus autour du partenariat, notamment culture-élevage. Mais enfin grande culture élevage, mais vous pouvez aussi les mettre, les mettre en utilisation sur d'autres types de production. Donc, je vais revenir en arrière
Et puis, je vais vous présenter les résultats qui sont liés au fait de d'avoir du pâturage ovin sur l'exploitation, que ce soit avec ou sans propriété des animaux. Donc, vous pouvez consulter tout ce qui va concerner le respect du bien-être animal, parce que c'est quelque chose qui est très important et qui est encadré de façon réglementaire, donc sur le fait qu'on doit fournir aux animaux à la fois de l'alimentation de qualité et de l'eau, les mettre dans des situations en sécurité, notamment pour éviter la divagation, donc la garde ou le fait d'avoir des clôtures, le fait qu'ils ne soient pas stressés, voilà, toutes ces choses-là que vous pouvez découvrir ici et aller consulter les documents complémentaires. Donc toujours en utilisant cette petite coche plus qui vous ramène sur d'autres sites qui vont vous expliquer comment ça fonctionne pour pouvoir faire un tour complet de la question. Donc, il y a des questions qui sont très importantes en termes d'identification et de traçabilité. C'est pour des questions sanitaires. Donc, pour ceux qui sont déjà un petit peu au fait de ces choses-là, n'oubliez pas que il faut gérer notamment les maladies. Donc, votre interlocuteur privilégié pour les ovins, ce sera l'EDE, l'établissement départemental de l'élevage, qui dans la majorité des cas est hébergé au niveau des chambres d'agriculture. Dans quelques cas, il peut être en dehors. Donc, pensez bien, quand vous avez ce projet de faire venir des animaux dans votre exploitation, de vous rapprocher de l'établissement départemental de l'élevage. C'est leur rôle. Ils vous accompagneront dans toutes les démarches administratives auxquelles vous devez répondre. Donc, on vous propose aussi des éléments autour des délais après intervention quand vous devez traiter les cultures. Donc voilà, quand mettre la fertilisation et à quel moment pouvoir faire rentrer les animaux, quel délai avant récolte faire sortir les animaux et pouvoir récolter dans de bonnes conditions, etc. Vous aurez accès au guide de bonnes pratiques d'élevage, au guide de suivi sanitaire en élevage. Là aussi, ça va vous renvoyer directement sur les sites qui vous expliquent quelles sont les visites sanitaires, par exemple, qui sont obligatoires. Et ensuite, tout ce qui va concerner la spécificité en agriculture biologique, puisqu'on a vu que parmi les candidats à la réintégration d'élevage au niveau des productions légumières, maraîchage et PAM, il y a beaucoup de gens qui sont en agriculture biologique, donc on a aussi un point spécifique. Alors, je ne sais pas, non, j'ai avancé très vite, mais ce n'est pas très grave, ça permettra aussi d'avoir des questions. Alors, on a vu que dans le cas des gens qui sont porteurs de projets, on a beaucoup d'ovins, on a aussi les bovins et spécifiquement les volailles. Donc, attention, pour les volailles, en plus de toutes les questions réglementaires que nous avons déjà vues qui sont alors spécifiques à chaque espèce, mais par contre, avec des modalités qui s'appliquent différemment, il y a quelque chose de très spécifique par rapport aux monogastriques, que ce soit les volailles et les porcins, c'est les règles de biosécurité qui sont spécifiques et donc que vous pourrez retrouver ici. C'est un enjeu qui est majeur. Donc, vous avez des fiches spécifiques sur lesquelles vous allez pouvoir vous référer, notamment fournies par l'Italie, parce que on a des maladies qui doivent être gérées, comme par exemple l'influenza aviaire, et comme on a des systèmes où vous voulez bénéficier du pâturage des animaux extérieurs, et on est sur de l'élevage de plein air, et donc il y a des règles spécifiques qui vont s'appliquer par rapport à la gestion des animaux, mais aussi par rapport à la gestion des clôtures, particulièrement dans le cas des porcins. Je vais vous montrer très rapidement, je vais reculer. Voilà, les porcins. Donc là aussi, il y aura des questions autour de la sécurité et de la qualité de la clôture, mais également, vous avez besoin d'avoir une formation en biosécurité. Et donc, il y a... Oh là, ça marchait tout à l'heure, et puis voilà, pardon, le problème des liens que j'ai testé tout à l'heure. Donc, on va revérifier le lien. Mais donc, vous avez des formations qui existent en biosécurité. Donc, je vais vous le montrer chez les volailles, parce que j'ai testé les deux liens tout à l'heure. La volaille, ça marchait. Hop, voilà. On remettra correctement les liens. Et donc, voilà, vous avez des formations qui sont proposées. Donc, par exemple, ici, on a mis les formations agricoles en Bretagne, où vous aurez accès à ces formations de référent biosécurité. Toutes les chambres sont en capacité de vous adresser vers une formation. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Donc, c'est pour ça qu'on les a rappelées dans le cadre de cette page réglementaire. Ça peut faire peur de prime abord, mais ne vous inquiétez pas, il y a des conseillers d'élevage qui sont tout à fait en mesure de vous accompagner sur ces questions-là.
Donc voilà, vous ne serez pas seul quand vous vous engagerez dans cette question de comment réintégrer de l'élevage dans mon exploitation. Il y a des conseillers, ils peuvent vous accompagner et ils sauront vous adresser. Mais ne vous lancez pas tout seul. Voilà, c'est aussi ça, c'est aussi à ça que va servir ce document, c'est vous donner des exemples, mais également vous permettre de trouver des ressources et des personnes qui peuvent répondre à vos questions. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont adressées spécifiquement sur ces questions-là dans le chat. Je vois qu'il y a eu plein de trucs qui ont été répondus, mais je ne pense pas que ce soit directement en lien avec ces questions-là. Non, tout Donc, à fait, c'est Mélanie. plutôt autour du temps de travail qu'il y a des échanges dans le chat. Merci beaucoup, Carole, pour cette présentation. C'est important de rappeler qu'effectivement, en tant qu'agriculteur, avoir des animaux sur son exploitation, c'est finalement devenir éleveur avec toute la réglementation et la prise en compte du bien-être des animaux, du contexte sanitaire, des autres élevages qui peuvent être autour de vous. Donc, c'est bien, bien important d'en avoir conscience. Et là, je vous propose de passer au volet témoignage. Je vais vous repartager mon écran. Hop, de passer au volet témoignage qui est accessible dès l'accueil de l'espace ressources via cette antenne bleue. Où vous pouvez, par production, aller consulter des témoignages. Certains ne sont pas encore en ligne, il manque encore quelques vignettes et quelques PDF. Ça va se compléter au fil des semaines à venir. Donc là, pour le maraîchage et les PEPAM, on a trois témoignages et on va vous présenter l'un d'entre eux, le troisième, situé en région Île-de-France, qui concerne le pâturage des interrants d'asperges par des bovins. Et donc, Thomas, est-ce que tu vas pouvoir prendre le relais pour présenter ce témoignage que tu as recueilli? Hop. Yes. Du coup, tu veux que je prenne l'écran ou quoi? Non, c'est bon. Du coup, j'ai le diaporama, donc tu Parfait. peux m'indiquer quand je changeais de diapo. Ok, donc je vais vous présenter un cas type que j'ai suivi en Île-de-France, plus particulièrement dans le département de l'Essonne, près de Dourdan. Donc c'est un maraîcher principalement qui a 6 hectares en plein champ, plus des serres. Les serres, c'est pour produire des tomates principalement, et en plein champ, c'est production d'asperges et de pommes de terre en culture principale, mais il fait plein d'autres petites choses. Et en plus de ça, il a 80 hectares de prairies pour un troupeau bovin. Initialement, il était en race limousine et depuis peu, il est passé sur la race Wagyu pour faire du bœuf type de Kobe, mais en version française, on va dire. Et il est en agriculture conventionnelle, mais en réalité, il a des pratiques proches du bio puisqu'il n'utilise pas de produits phytosanitaires sur ses prairies ou sur ses cultures. Tu peux passer à la page suivante. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est sa pratique qu'il fait dans sa surface d'asperges. Donc, il a 2,5 hectares implantés en asperges vertes, voilà, qu'il a implanté maintenant il y a 6 ans. Et il a mis en place depuis 3 ans cette pratique de pâturer ses parcelles d'asperges. Du coup, c'est un pâturage qui se fait au cours de l'année avant la pousse de l'asperge, puis après la période de récolte, pour vraiment nettoyer la parcelle en continu. Sachant que son premier passage, ça va être normalement au mois de février, où il va vraiment chercher à nettoyer entièrement la parcelle, et donc il va enfermer les animaux dans la parcelle pour qu'elle soit nettoyée. Et dans un deuxième temps, ça sera après la récolte où il va ouvrir régulièrement la parcelle dès qu'un enherbement sera trop développé pour s'assurer que la parcelle soit toujours bien nettoyée et qu'il n'ait pas à passer un désherbant. S'il a démarré cette démarche-là, c'est parce que justement il ne voulait pas utiliser de produits d'herbicides sur sa parcelle et que le temps qu'il lui accordait au désherbage était beaucoup trop important. Il devait passer à peu près toutes les 3 semaines au désherbage mécanique, et ça lui prenait entre 1 jour et demi et 2 jours pour bien faire sa parcelle proprement. Donc clairement, c'était plus possible pour lui.
Et donc, comme il avait déjà des animaux sur la ferme, ça lui paraissait assez cohérent. Donc, pour mettre bien ça en place et que les bovins soient quand même intéressés par le fourrage présent, il a implanté un couvert de trèfle qui est assez riche et du coup très appétant, ce qui permet aussi d'éviter que les animaux s'intéressent à l'aspergeraie et aux pousses d'asperges. Parce qu'effectivement, quand le couvert est ras, les animaux peuvent commencer à s'intéresser aux buissons d'asperges qui ne sont pas particulièrement appétants, mais qui sont quand même nourrissants. Mais tant que le couvert est en place, a priori, les bovins ne s'intéressent pas du tout aux buissons d'asperges. Voilà. Du coup, sinon, sur sa parcelle, non, tu peux rester sur des diapos là. Il y a quand même une partie de travail du sol au niveau du rang d'asperges qui se fait annuellement au moment de la pousse pour permettre une bonne pousse. Il faut vraiment faire attention de ne pas faire entrer les bovins dans la période de pousse parce que c'est là qu'il y a un risque d'abîmer les récoltes. En termes de perte de rendement, il estime qu'il a perdu à peu près 10% de sa récolte en asperges, mais c'est assez négligeable par rapport au temps de travail qu'il a gagné. Voilà. Tu peux passer à la dernière diapo, Mélanie. Et du coup, sur le plan satisfaction de cette pratique, déjà, il est très, très satisfait par rapport à la gestion de l'enherbement de la parcelle, parce que maintenant, franchement, comparé à ce qu'il pouvait voir avant, sa parcelle est vraiment très propre. Voilà, il y a juste de temps en temps un désherbage à faire, ou des asperges pour des buissons d'asperges. Sur le plan économique, pareil, comme il gagne beaucoup de temps de travail et qu'il n'a plus à faire passer, il gagne à la fois beaucoup d'argent en temps et en carburant. En soi, pour le temps que ça lui fait en plus, c'est juste d'ouvrir la barrière et de fermer la barrière et de faire sortir les animaux. C'est pas énorme parce que les pâtures sont vraiment juste à côté de l'aspergeraie. Donc sur ce plan-là, il n'y a vraiment pas de contrainte, sachant que quand il ouvre, les animaux rentrent tout seuls dans la parcelle, puisque justement il y a le trafic qui est très appétant et qui savent que c'est intéressant de venir là. Après, sur le point de vue environnemental, c'est pareil, ça permet d'éviter de passer par des herbicides. En soi, il ne le faisait déjà pas, donc c'était pas un gros souci, c'est pas une grosse évolution. Mais en cas s'il avait vraiment eu un coup de bourre, il aurait peut-être dû passer par là. Et après, par contre, il y avait juste un aspect social qui était un peu limite. C'est parce que c'est une parcelle l'aspergeraie est au bord de la route, sachant qu'il fait de la vente directe de l'ensemble de ces asperges. Et du coup, les consommateurs étaient un peu inquiets sur l'avenir de l'aspergeraie. Ils se demandaient qu'est-ce que faisaient les bovins à l'intérieur, et donc il y a pas mal de questions là-dessus. Pareil, les consommateurs ont dû comprendre qu'on peut mettre des bovins dans une parcelle d'asperges. Donc ça inquiétait un peu, mais bon, via la communication au marché, ils finissent par comprendre le principe. Voilà. Sur les quelques limites techniques qu'il a repérées, déjà, il faut que les rangs d'asperges soient suffisamment espacés pour la bonne circulation des bovins. On n'est pas sur des rangs classiques à 1 mètre de distance, mais plutôt à 1,50 m, voire 2 mètres, pour vraiment laisser un bon passage pour les bovins. Et cette pratique, elle peut être appliquée uniquement pour les asperges vertes qui sont plantées sans talus, parce qu'à partir du moment où il y aurait des talus, les bovins, il y aurait trop de tassement pour vraiment permettre la pratique. Voilà, sachant que c'est une parcelle qui n'est pas très densément peuplée, qui n'a pas un objectif de haut rendement, donc c'est pas adapté non plus à des parcelles on cherche vraiment à faire des gros volumes, un gros volume au mètre à l'hectare. Voilà. Et ça me paraît globalement les grands points. Après, c'est plus si certains ont des questions, on pourra peut-être essayer de rebondir dessus. J'avoue que je connais pas très bien la culture de l'asperge de façon générale parce que je suis conseiller élevage, mais il n'y a pas de souci, on peut échanger. Merci beaucoup Thomas. Effectivement, on a 2 producteurs dans les gens qu'on a pu interroger qui reconnectaient leur parcelle d'asperges avec des bovins, l'un qui avait déjà des bovins comme ici et un autre qui a remis des bovins sur son exploitation pour pâturer des intercultures et ses asperges. Et donc là, on va prendre un temps de questions et d'échanges. On va pouvoir reprendre éventuellement si certaines questions n'ont pas trouvé leur réponse dans le chat. Et
mais avant de prendre ce temps, je voulais remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet, qui était, comme je vous le disais, très court. Et donc, tout le monde s'est mobilisé pour permettre à cet espace ressources d'être disponible dans les temps. Sur les productions de légumes et de PEPAM, on a observé qu'il y avait peu de ressources. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez en tête, à nous les remonter dans le chat ou par mail. On pourra les ajouter. Et peut-être que de futurs projets pourront aussi naître pour permettre d'apporter des ressources complémentaires sur ce sujet.